quoi. On va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir pour cette édition 2026 de la journée Grappe PV ACC. Et puis, avant de passer le micro à Vincent, je voulais remercier évidemment l'équipe de Sirena, grâce à qui cette journée est possible et qui a mené un travail formidable. Bravo, bravo, bravo. Je voulais aussi remercier l'ADEME, bien sûr, pour son soutien à cet événement, ainsi que toutes les... Bravo. Et la région, tout à fait, qui nous accueille aujourd'hui dans ces magnifiques locaux. Merci beaucoup. Et puis toutes les personnes qui ont accepté de témoigner et d'animer des ateliers. Voilà, c'est aussi grâce à vous que cette journée va être un super succès. Voilà, et Vincent, je te passe le micro. Merci. Donc, sans transition... si, une transition, c'est vous. Donc, c'est encore votre journée aujourd'hui. Donc, c'est chouette. Merci d'être venu jusqu'ici à Bordeaux pour continuer à construire tout ce qui est l'autoconsommation et tout ce qui est énergie citoyenne. On est à l'hôtel de région. Donc, évidemment, on ne peut pas le faire sans eux. Et c'est important, ce soutien qu'ils nous procurent à longueur d'année. Donc, on va faire intervenir... Monsieur Guillaume Rioux, le vice-président transition écologique et énergétique. Et il est là, je le vois. Et ensuite, on aura le vice-président et on aura monsieur Jérôme Roch, qui est le directeur adjoint délégué de l'ADEME. Excusez-moi. Guillaume, on vous laisse le petit mot. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous, vous m'entendez ? Confirmation. Oui, vous m'entendez ? Ok, très bien, super. Écoutez, nous sommes, vous imaginez bien, très ravis, la région, tant du point de vue des élus que je représente ce matin, que du côté de notre administration. Vous savez, notre soutien autour de la question de l'énergie citoyenne. Alors, bienvenue à vous, à Énergie Partagée, et puis à Sirena, évidemment, notre acteur local, les travaux formidables que vous menez, des travaux qui ont du sens, qui ont d'abord du sens au regard de la nécessité, il n'y a plus besoin de le démontrer, de tendre vers les énergies renouvelables au moment où on consomme encore... on est peut-être passé de 65 à 59% d'énergie fossile dans notre mix énergétique. Vous avez pu peut-être entendre les derniers chiffres hier. Ça y est, pour la première fois, les énergies renouvelables ont dépassé la consommation de charbon. Donc, c'est très intéressant, très encourageant. On doit être à 29% de mémoire d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Nous, on tend vers ce que nous avons défini dans notre schéma régional, notre SRADET et dans notre CRDEI, c'est-à-dire d'aller vers 45-50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. C'est bientôt 2030, alors on sera peut-être un petit peu inférieur, mais la trajectoire est la bonne. Et finalement, malheureusement, les conflits, la géopolitique ne fait qu'appuyer un peu plus sur le stylo des ENR, et finalement, indirectement, c'est une bonne chose. Et puis, il y a les conséquences économiques de ce développement des ENR. Pour rappel, l'énergie, coût de la facture énergétique en Nouvelle-Aquitaine pour toutes les activités, les familles, les entreprises, les collectivités, pour tout le monde, c'est 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros, ça commence à représenter une somme importante. Et sur ces 24 milliards d'euros, on est encore à 14 milliards d'euros au moins de pertes finalement économiques en achetant à l'extérieur notre énergie. Donc, bien sûr, essayons d'être profitables à notre économie, mais aussi à nos emplois et au développement local. Et finalement, Énergie Partagée, Sirena, c'est ce que vous faites. Vous y contribuez largement à cette question. Cette question socio-économique, et puis plein d'emplois à terme, et puis notre jeunesse. Derrière, lorsque nous partageons notre destin avec les SDE, avec Enedis, par exemple, pour le réseau basse tension, au-delà des 100 milliards d'RTE, il y a aussi 100 milliards d'investissements Enedis pour les ENR, pour
redévelopper ce réseau basse tension pour pouvoir connecter notre électricité ENR notamment. Mais c'est vrai aussi chez Natran, c'est vrai aussi chez Teréga. On peut penser que les énergies renouvelables pourront largement investir ce champ socio-économique. Donc ça, c'est très satisfaisant pour nous, puisque nous avons aussi cette compétence, au regard de la loi, de faire du développement économique dans nos systèmes régionaux, connectés évidemment à l'intercommunalité, qui peut aussi définir ses PLUI favorablement pour accueillir nos ENR. Donc, deuxième feu vert. Après la question technique, le challenge technique à relever, il y a un challenge socio-économique que nous sommes en train de relever petit à petit. Et puis, pour moi, à mes yeux, le troisième challenge est démocratique. Comment préserver notre concorde républicaine et voici un exemple, ils ne sont pas très nombreux en ce moment, vous me le concéderez, où nous pouvons agréger de la citoyenneté, agréger un projet d'envergure, un projet absolument enthousiasmant pour favoriser notre débat démocratique et pour intégrer le plus grand nombre. Et tout ça donne énormément de sens de vie, tout simplement, pour nous toutes et tous. Donc ça, c'est pleinement satisfaisant. Et cette stabilité socio-économique forgera aussi notre stabilité démocratique au moment où d'autres pays du monde sur la planète, les choses sont un peu plus déséquilibrées. Notre pays, une fois de plus, pourra peut-être trouver de la paix, et c'est aussi comme ça qu'il faut qu'on l'envisage. Donc merci à vous. La paix par les éoliennes qui tournent, la paix par les champs de panneaux électriques, par les panneaux électriques sur les maisons, par la production de réseaux de chaleur, mais aussi, vous savez que j'y suis très attaché à la question des réseaux de froid. Je pense qu'on pourra peut-être demain aussi investir ensemble ce champ d'application des ENR avec la géothermie, mais nous aurons besoin, avec le réchauffement climatique, de refroidir nos étés et de refroidir les personnes les plus fragiles. Et je pense à nos aînés au 3e âge, au 4e âge, qui souffrira particulièrement de ces questions de chaleur. C'est peut-être ça aussi notre boulot, d'envisager ensemble les questions de santé publique par l'énergie. Ce sont des champs d'investigation un peu nouveaux, mais je trouve qu'ils sont peuvent être très fructueux et très intéressants à mener ensemble. Voilà, donc merci pour tous vos travaux, et puis bon travail aujourd'hui. Je ne pouvais pas être là à vos côtés aujourd'hui, mais sachez bien que l'ensemble de l'équipe régionale est à vos côtés. Nous avons distribué sur 7-8 ans 760 000 euros pour que vous puissiez travailler. Nous continuerons à le faire et nous continuerons par ce biais de faire aussi, et ça c'est important, cet imaginaire en termes d'innovation politique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de faire de la politique par les territoires, sur les territoires et par le projet citoyen. Merci à toutes et tous et bons travaux. Je ne manquerai pas, et mes services ne manqueront pas de me faire remonter tout ce que vous avez pu produire. Bonne journée. Merci Guillaume, merci. On va te passer la parole, Jérôme. On remarque, oui, avec ça aussi, hein, c'est possible. Oui, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à Sirena pour l'invitation. Merci à la région de nous accueillir ici dans cette belle enceinte. Moi, je vais vous faire une confidence. Je crois que je deviens vieux. Je crois que je deviens vieux parce qu'en arrivant ici, je me disais, quand je suis arrivé tout jeune à l'ADEME, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, les anciens à la cantine, ils me racontaient l'Agence pour les économies d'énergie, puis ensuite l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, le premier choc pétrolier, les campagnes on n'a pas de pétrole mais on a des idées, la chasse au gaspillage sur le second choc pétrolier, le contre-choc pétrolier des années 80 où l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire une des ancêtres de l'ADEME, a failli disparaître. Et je me disais, on est dans un moment où on a l'impression que on va pouvoir encore raconter des histoires de guerre en Ukraine, des histoires de fermeture de détroit d'Ormuz.
Et on pourra raconter aussi des histoires de Grenelle de l'environnement, de plans de relance, de décarbonation de l'industrie via France 2030, de fonds chaleur, de toutes choses comme ça. Mais on a l'impression qu'on réinvente un peu les choses, ou en tout cas que certains semblent encore surpris que l'énergie soit quelque chose d'aussi important dans nos sociétés. Donc je crois que je deviens vieux. Et donc ce matin, je pourrais en intro vous dire plein de choses sur l'énergie citoyenne, sur l'autoconsommation collective bien sûr, et toutes les vertus de ce que vous faites au quotidien tout simplement. Je crois que le vice-président Rioux, merci encore pour son accueil, l'a bien dit, et peut-être plus brillamment que je pourrais le dire, sur effectivement la dimension économique, la dimension démocratique. Le fait que effectivement c'est important que l'énergie ne soit pas quelque chose qui vienne d'en haut mais que chacun s'approprie. On le voit qu'il y a encore du boulot. Donc je pourrais dire beaucoup de choses, mais je crois que le message de ce matin, c'est que je voulais vous remercier toutes et tous de tenir la ligne en fait. On a l'impression qu'il y a des gens, même malgré toutes les vicissitudes de ce qui nous arrive, des politiques plus ou moins fortes qui sont imprimées, il y a des gens qui restent convaincus que c'est un sujet crucial. Et donc voilà, vous êtes de ceux qui font. Et c'est important. Moi, je suis fier que l'ADEME vous soutienne, mais vous êtes ceux qui font. Donc voilà, je vieillis, mais j'ai encore plein d'espoir. Et donc, je vous souhaite une belle journée de travail au service de cette belle transition énergétique. Merci. Merci, Jérôme. Merci. Un dernier petit mot de remerciement quand même, parce que je pense que c'est crucial et essentiel. C'est l'ensemble des services qui travaillent derrière ces politiques-là. Et on a Bertrand ici, on a Béatrice là, on a Evelina, que je ne sais pas où elle est, il y a Véronique. Voilà, il y a plein de gens qui sont à nos côtés, qui coopèrent, et c'est vraiment appréciable. Justine ? Alors moi, je vais vous faire un petit état des lieux des grands chiffres d'énergie partagée. Mais avant ça, je voudrais demander si dans la salle, il y a des personnes pour lesquelles c'est leur première journée GRAPP PV ACC. Je voudrais que vous leviez la main, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort et qu'on leur souhaite la bienvenue et qu'on les intègre correctement. Voilà, bienvenue. Alors, un petit état des lieux très rapide, parce que comme d'habitude, on manque de temps. Du coup, d'après nos données issues de l'Observatoire d'énergie partagée, on compte en 2025 341 projets solaires labellisés, dont plus de 260 en exploitation, les autres étant donc en émergence ou en développement ou en construction. Ce qui représente quand même une augmentation de 14% par rapport aux chiffres de 2024. Et ces 260 projets en exploit, ils produisent actuellement 254 gigawattheures. Voilà, je vous propose aussi un petit zoom du coup sur l'ACC, puisque c'est le grand thème de la journée, n'est-ce pas ? Donc en mars 2026, on compte 136 projets d'ACC citoyennes donc, au sein de notre mouvement, dont 54 sont actuellement en exploitation et le reste pareil en développement ou en émergence, ce qui représente une augmentation donc, de 35% par rapport au nombre de projets recensés en 2025. Je vous ai mis aussi un petit graphique de la répartition de ces projets par région. Donc en tête, sans surprise, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie qui concentrent à elles seules plus de 40% des projets d'ACC citoyennes. Donc voilà un petit peu pour les chiffres d'énergie partagée. Je sais qu'on vous embête souvent à les remplir, mais c'est très important pour un mouvement que de pouvoir compter ses troupes. Donc voilà, on va continuer à vous embêter pour que vous remplissiez nos petits tableurs. Je vous ai mis aussi, oui, les chiffres issus d'Enedis, mais je ne vais pas les commenter. De toute façon, vous aurez accès au support de présentation, donc vous pourrez aller regarder par vous-même. Je vais plutôt prendre le temps qui me reste pour vous faire un petit point sur toutes les actualités réglementaires de ces dernières semaines. Je vous passe le détail sur la PPE et sur la loi APER, puisque je pense que vous les maîtrisez déjà. Et puis vous retrouverez tout ça dans vos slides. Je vais plutôt prendre le temps pour parler des actualités un peu chaudes. Donc sur l'ACC, d'une part, donc autoconsommation collective, voilà.
Donc on a eu à peine le temps de se réjouir de la décision du Conseil d'État au 30 mars concernant la suppression de l'assise pour les opérations d'ACC inférieures à 1 MW, que le projet de décret modifiant les règles de répartition s'est précisé et est passé au Conseil supérieur de l'énergie, auquel Énergie Partagée était présent en tant que représentant du réseau Action Climat. Donc ce décret il s'inscrit dans une démarche des pouvoirs publics de vouloir mettre fin aux dérives spéculatives qui sont constatées sur le marché et qui sont rendues possibles en ACC grâce aux clés de répartition dites ex post, donc dynamique, full dynamique. Ce texte sur lequel du coup Énergie Partagée et ses partenaires sont fortement mobilisés depuis pas mal de temps, on a eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois sur les listes mail, etc. Il prévoit donc un principe de maximisation, c'est-à-dire que le texte impose qu'à chaque instant, la production soit affectée en priorité aux consommateurs de l'opération. Pour donner un petit peu de flexibilité, la DGEC propose de prévoir à l'avance donc un bandeau, c'est-à-dire une part fixe de la production qui serait réservée pour être vendue en surplus en dehors de l'opération. Et puis évidemment, il prévoit la fin des clés ex post, des clés dynamiques, pour donc lutter contre ces dérives spéculatives. Donc comme je vous l'ai dit, Énergie Partagée était présent au CSE de jeudi dernier au nom du RAC, pour défendre le modèle citoyen, pour réexpliquer que nos projets citoyens ne sont pas à l'origine de ces pratiques spéculatives qui sont constatées, que nos PMO ne sont pas des traders et que les clés ex post qui sont utilisées dans les projets citoyens, elles sont avant tout des outils de solidarité territoriale et certainement pas de spéculation. Donc Énergie Partagée a voté plusieurs amendements. Un premier amendement un peu de principe pour essayer de maintenir ces clés dynamiques. Mais là, on fait face à l'inflexibilité du gouvernement qui, a priori, ne lâchera pas sur cette question. Et puis des amendements un peu plus stratégiques pour essayer un peu de limiter les pots cassés et de conserver l'esprit des clés dynamiques, donc par le vote d'amendements un peu de compromis plus acceptables pour le gouvernement. Et ce, il faut le noter, en alliance forte avec les acteurs de la filière qui étaient présents, donc la FNCCR, Enerplan, le CER, etc. Pour d'une part conserver les règles de priorité et donc conserver la possibilité de flécher la production de certains producteurs vers certains consommateurs. D'autre part, d'empêcher à tout prix la rétroactivité de ces mesures. Et on a aussi voté en faveur d'un amendement sur le principe, on a voté pour le principe de ce bandeau, considérant qu'il était nécessaire d'apporter de la visibilité aux agrégateurs pour éviter un peu une explosion des tarifs d'agrégation pour nos projets citoyens. Et même si du coup les modalités opérationnelles de ce bandeau, elles ne font pas encore consensus et elles restent à déterminer. Voilà, sur ce texte-là, le gouvernement il semble un peu moins pressé de le publier que celui dont je m'apprête à vous parler. Donc on espère quand même pouvoir continuer à faire valoir notre position, c'est en cours. Mais voilà, on n'a pas de visibilité encore sur le calendrier à ce stade. Voilà. Ensuite, et puis après j'arrête de vous miner le moral, mais sur le S21 qui a aussi été étudié lors du dernier CSE et qui suscite évidemment une forte inquiétude au sein des équipes. Donc ce texte, il prévoit d'une part la fin de la vente totale sur le segment 900 kW crête, la fin des primes à l'autoconsommation, à l'investissement pour l'autoconsommation, quelle que soit la taille de l'installation. Et il baisse les tarifs de rachat du surplus à 1,1 centime du kilowattheure et carrément à 0 lors des prix négatifs et au-delà du plafond des 1600 heures de production. Donc ça, c'est un texte qui s'inscrit dans la continuité du gouvernement d'arrêter de subventionner des projets en injection totale et de forcer la bascule vers l'autoconsommation. Donc Énergie Partagée, qui était présent, je vous l'ai dit, avec les autres acteurs, ont dénoncé cette méthode brutale qui s'est faite sans aucune concertation, dans des délais qui sont intenables. Et donc on a voté les amendements qui permettent de maintenir l'injection de surplus en ACC, ce à quoi, il faut le noter, le gouvernement s'est montré plutôt favorable, ainsi que l'amendement pour maintenir le tarif du surplus à 4 centimes. Sur le calendrier, là, le gouvernement il est très pressé, il vise une publication avant l'été.
et il refuse d'engager de nouvelles concertations. De toute façon, je rappelle que le CSE, ce n'est qu'une instance consultative. Donc concrètement, on peut retenir une forme de victoire un peu symbolique politique au sens où il y a une vraie forte coalition des acteurs de la filière qui ont fait front commun. Mais de toute façon, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot et qui peut décider d'ignorer totalement ces amendements. Donc évidemment, on vous tiendra informé de la suite. Voilà. Oui, une autre réforme en cours, mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre, c'est sur le complément de rémunération. Je vous invite plutôt à vous référer à un mail qui a été envoyé la semaine dernière par Marion Richard sur la liste adhérents, qui décrypte un petit peu cette réforme qui prévoit en fait une contribution accrue des ENR à la flexibilité du réseau par des mécanismes obscurs d'échelonnement des arrêts de production. Voilà, on vous transmettra une note explicative dès qu'on en sera en possession. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Et Juliette, je ne sais pas où tu es, mais je te passe le micro pour la table ronde. Donc, comme on l'a vu avec Justine, pendant 15 ans, on a évolué dans un modèle plutôt confortable, celui de l'obligation d'achat. Et maintenant, ce modèle arrive à bout de souffle avec les évolutions réglementaires répétées, la baisse des tarifs, la frilosité des banques, des assureurs. Donc, dans ce modèle-là, on se demande quel est le modèle de demain, comment on le construit, quels sont les modèles de demain. Et donc, voilà un peu comment on a essayé de construire la journée. Donc, on va vous proposer 2 séquences d'ateliers pendant lesquelles on va essayer de proposer des temps de co-construction, de réflexion pour étudier justement la pluralité des leviers qui commencent à se dessiner. Et ce matin, on vous propose une table ronde avec, et donc de plonger en fait dans 3 expériences locales, 3 expériences néo-aquitaines. Donc avant de commencer cette table ronde, on souhaitait s'excuser pour le non-respect de la parité, qui est tout de même un peu assurée par mes soins. Mais on souhaitait rappeler en fait, que en fait, c'est quand même un sujet qui est pris très au sérieux par le réseau. Et donc notamment cette année, je vous rappelle qu'il y a l'existence d'un groupe de travail sur l'inclusion. Vous pouvez le rejoindre à tout moment, c'est ouvert pour tous les adhérents d'Énergie Partagée. Et également 2 ressources inspirantes. Une formation, donc là on est en Île-de-France, faite par Enercop Île-de-France, le réseau Énergie Partagée Île-de-France et Enercitif. Une formation pour des femmes et faite par des femmes. Et une autre ressource inspirante qui est donc un recueil de bonnes pratiques réalisé par le réseau Récit, qui nous donne tous les outils pour une table ronde 100% féminine l'année prochaine. Et donc on passe au sujet donc, de cette table ronde. Donc, comme on le disait, donc, au-delà de l'obligation d'achat, quelles sont les voies ? Le constat, il est connu et il est subi par tous. Mais on a des leviers, des pistes de solutions qui commencent à se dessiner. L'autoconsommation, les subventions, la diversification, la mutualisation. Et d'autres, bien sûr. Et donc, ce qu'on va vous proposer lors de cette table ronde, c'est donc de plonger dans 3 expériences néo-aquitaines et d'incarner ces pistes de solutions à travers leurs projets. Et également discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils appréhendent ces enjeux-là. Et donc, pour cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir Daniel d'Ekindar, qui nous vient tout droit du Pays Basque, Hervé Huguet, qui vient de La Rochelle, et Pierre Fauvet de Solévent, qui a fait le trajet plus court puisqu'il nous vient de Bordeaux. Donc merci à tous les 3. Et donc pour bien commencer cette table ronde, je vous propose donc à tous les 3 de présenter à tour de rôle votre structure. On a préparé aussi un petit condensé d'informations pour que ce soit plus clair pour vous. Et donc je vous propose peut-être Daniel, tu peux commencer, puis on peut terminer par Pierre pour suivre le sens du PowerPoint. Bonjour à tous. Présenter Ekindar, c'est, on va dire, une petite histoire qui commence en 2020, où on faisait avec une association de l'autoconsommation individuelle, on prenait des groupements d'installation. Et on a fait avec Enedis, Enercop et Sirena une journée de formation autour du thème autoconsommation. Et on parlait, que ce soit individuel ou collectif. À l'issue de cette formation,
beaucoup de copains et copines ont dit « Ah, mais c'est l'autoconsommation collective qu'il faut faire, ça a du sens ». Et on est parti. On ne savait pas vers quoi on allait. Du coup, 2024 quand même, on a créé la société coopérative d'intérêt collectif Equindar, puisqu'effectivement, dans la volonté de faire des centrales, l'obligation d'achat n'était pas l'option principale. Et donc, on voulait monter un projet qui soit tourné vers l'autoconsommation collective. C'était un bon choix d'une certaine façon. Après, on n'imaginait pas, et on y reviendra après, sur les difficultés et à franchir. Aujourd'hui, on est 202 sociétaires. Il continue à en avoir, qui arrivent, principalement des particuliers, mais aussi 5 communes. La CAPB, qui est l'agglomération du Pays Basque, qui représente 158 communes. Le département 64, qui est rentré aussi dans la SIC. Depuis 2024, qu'est-ce qu'on a fait? On a agrégé une centrale pour lancer la première boucle. Donc cette centrale ne nous appartient pas. L'objectif étant que Equindar soit propriétaire de la majorité des centrales pour être producteur et revendeur, tout en étant bien entendu PMO. On a une première centrale qui va être inaugurée prochainement et tout, ce qui nous amène à 2 centrales. Et prochainement, il y en aura 15. Et donc là, je tiens à remercier déjà la région pour le soutien, et on y reviendra aussi, de l'importance des soutiens avec les subventions pour que les collectifs puissent vraiment porter les projets. L'Europe, qui nous accompagne maintenant dans ce projet, ce qui n'a pas été une mince affaire non plus à monter, mais enfin, encore là, merci à la région et à l'Europe. On ne pourra pas dire la même chose de l'État, du gouvernement, parce que l'État qui vient d'être fait, de toutes les orientations, va à l'encontre de tout ce qui devrait être fait pour les ENR, et notamment les ENR citoyennes. Là, il faut être vraiment très très clair là-dessus, et c'est une honte pour l'État français. Donc ça, c'est dit. et je pense que malheureusement, on est obligé de faire avec. Voilà, que vous dire d'autre? Si, il y a des entreprises aussi. Cette entreprise, c'est important, puisque certains nous permettent de louer leur toit pour installer les centrales photovoltaïques. On a des associations. Bref, on a des multi-acteurs, et c'était ce qui plaît et ce qui est important dans notre projet, de rassembler à la fois des particuliers, des entreprises, des collectivités. Voilà. Chose importante, on est, on va dire, 7 bénévoles vraiment à porter très fortement le projet. Et on a pris l'option et le risque de prendre une salariée à mi-temps et une alternante sur la communication, ce qui fait des dépenses avant d'avoir beaucoup de recettes. Voilà. On peut passer à Hervé qui représente la CEB, la citoyenne d'énergie de Bongraine. Oui, bonjour. Dans l'opération de Bongraine, au départ, il y a la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui il y a 5 ans à peu près, ayant racheté une friche industrielle à la SNCF, a voulu la transformer en écoquartier. Donc ils ont lancé une consultation pour trouver un aménageur. L'aménageur retenu, c'est un office public de l'habitat de Bordeaux qui s'appelle Aquitanis. Et dans le cahier des charges, il y avait l'autoconsommation collective. Donc ça, c'est le premier acteur. Aquitanis, n'ayant pas de compétences en autoconsommation collective, a cherché un partenaire local. Ils ont trouvé une société coopérative d'intérêt collectif, les Lucioles, dont la vocation est d'installer des centrales photovoltaïques dans le périmètre de la communauté d'agglomération de La Rochelle, pour produire de l'électricité renouvelable. Donc, les Lucioles se sont retrouvés dans le projet et avaient aussi très vite le besoin d'avoir un partenaire qui soit un partenaire technique. Dans le même temps, Aquitanis avait aussi consulté Enercoop Nouvelle-Aquitaine. Quand on a appris ça, on a rencontré Enercoop et on a fait un groupement. Et ce groupement donc, a travaillé pendant 3 ans à peu près
Et finalement, on se retrouve à porter le projet d'autoconsommation collective. Donc, les Lucioles et Enercop ont créé une SAS, la SEB, avec une présidence tournante. Le premier tour, c'était les Lucioles qui m'ont demandé d'assurer la présidence pour le compte des Lucioles. Le relais sera pris bientôt. Il va se préparer. Voilà, donc c'est une SAS, capital de 1 000 €, 50-50 les Lucioles et Enercop, avec, dans le pacte d'associés, la volonté de garder la gouvernance quoi qu'il arrive. Parce que l'objectif, c'est de faire entrer des partenaires financiers de type institutionnel. Voilà. L'opération de Bongraine, en gros, c'est 800 logements. C'est une puissance installée de près de 1 giga. C'est 2800 panneaux photovoltaïques qui seront installés sur les différents bâtiments. Un taux d'autoconsommation qu'on espère de 85-90%. Et un investissement d'1 million d'euros. Alors, contrairement à ce que tu disais, on a bénéficié du soutien de l'État sur cette opération, puisqu'on a obtenu le PIA 4 à hauteur de 265 000 €. Par contre, ayant obtenu le PIA 4, on ne pourra pas avoir le FEDER, donc on ne pourra pas être aidé par l'Europe, puisque l'Europe participe déjà à France 2030. Voilà. Et justement, on va revenir sur les subventions. C'est là que vous avancez sur mes questions. Et donc, juste pour clarifier, quand Hervé parle de Enercop, on parle bien de Enercop Nouvelle-Aquitaine. Et je vous propose, parce qu'on déjà on a un peu court sur le temps, de Pierre, est-ce que tu peux parler aussi à un moment, présenter ta structure à l'auditoire ? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Donc Sous les vents, c'est une initiative citoyenne qui est née de la volonté de 8 personnes au départ d'agir pour la transition énergétique, qui s'est constituée en Gironde et à Bègles plus précisément, mais c'est pour agir sur tout le département de la Gironde au départ, avec l'arrivée de Sirena et la création de Sirena en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de les remercier à ce titre-là. Le modèle développé par Solévent, c'est un modèle en revente totale pour le moment, qui est en train de basculer sur de l'autoconsommation collective. On vient de faire une AG extraordinaire pour modifier les statuts et pouvoir constituer une PMO d'ailleurs. On est aujourd'hui donc plus de 330 personnes. Voilà, avec 3 piliers, on agit sur 3 piliers essentiellement. Le premier, c'est donc la réalisation de projets photovoltaïques, mais pas que, on y reviendra d'ailleurs peut-être tout à l'heure, sur des bâtiments plutôt publics, disons, notamment des toitures d'écoles. Le deuxième pilier, c'est la sensibilisation à la transition énergétique auprès de ces différents publics. Et le troisième pilier, c'est la mise en place d'un groupement d'achat photovoltaïque pour les particuliers, pour pouvoir les accompagner dans leur projet de solarisation. Et donc, on a fait le choix assez rapidement de salarier une personne. Alors, au départ, pas à temps plein, à temps partiel. Et puis, on a réussi à salarier à temps plein grâce à une subvention de Bordeaux Métropole, notamment, qui a pris le relais de subventions de la région. Merci à tous les trois pour la présentation de vos projets. Alors, tu le disais, Pierre, à Solévent, vous opérez, vous voulez bousculer vers l'autoconsommation. Hervé, vous, avec les Lucioles aussi, vous êtes à votre premier projet d'autoconsommation. Vous, Daniel, avec Ekindar, vous avez déjà une boucle en mise en exploitation, mise en service. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à un porteur de projet dont la complexité administrative, juridique, technique, et j'en passe, de l'autoconsommation effraie? Oui, alors c'est vrai que le mot complexité, c'est le mot le plus important. Derrière, c'est avoir de la persévérance, ça c'est clair, et de prendre soin des équipes, notamment des bénévoles. Parce qu'à chaque étape que l'on franchit, on a de nouvelles questions, on a des choses qu'on ne connaissait pas.
L'autre élément, je pense, qui est important, c'est autant que faire se peut, hein, quand on a une équipe de bénévoles, c'est de voir et d'avoir la chance d'avoir des compétences et des connaissances variées qui permet effectivement de faire une complémentarité par rapport à cette complexité de tels dossiers. Derrière, quand on ne les a pas, on va les chercher à l'extérieur. Le côté juridique, nous, on ne l'a pas, donc on a été le chercher à l'extérieur. D'où l'importance là du réseau énergie partagée aussi. C'est très important, puisque là, à la fois, on donne à certains moments, mais on reçoit beaucoup pour pouvoir faire avancer nos projets. Donc il faut vraiment se servir de cela pour les projets. Je pense que vraiment la question de prendre soin des équipes, nous on a une personne qui était dans notre équipe qui apportait beaucoup et finalement qui s'est un peu fatiguée à un moment donné et qui a dit mais c'est une véritable entreprise. Oui, c'est une véritable entreprise. Et avec derrière les grosses fatigues que l'on peut avoir. Donc du coup, elle a pris de la distance puisqu'elle était retraitée et donc elle avait envie d'autre chose. L'autre question par rapport aux équipes, ce qu'on va refaire nous un petit peu avec Indar, c'est aussi de se reposer le sens, le pourquoi on existe, pourquoi on fait ça. Parce que si on devient simplement une entreprise à essayer d'avoir un équilibre sur le plan financier, je pense qu'il va nous manquer quelque chose. Il a été dit à plusieurs reprises la question de la démocratie. Nous, on croit aussi beaucoup à garder en main les questions d'énergie. Alors, il n'y a pas que la question de l'énergie, hein. On peut voir les mêmes sujets sur l'eau, on peut voir la question sur la terre, sur les conflits d'usage. Donc, je pense que toutes ces interrogations, est-ce que nous, en tant que citoyens, on le partage dans notre petite équipe ? Si la réponse est oui, du coup, c'est plus facile pour avancer. Sur les questions techniques, juridiques ou techniques sur la réalisation mettre en place un appel d'offres, par exemple, on y arrive toujours. Ça, c'est relativement facile d'une certaine manière, même s'il y a un côté technique. Mais si on est habité par quelque chose de plus large et de plus fort, je pense que ça facilite le travail. Voilà, je pense que vraiment, en résumé, pour moi, c'est ce côté-là, garder le sens, garder l'esprit d'équipe, et puis, voilà, on ne peut pas aller plus loin, je pense, dans un premier temps. Merci pour ce beau message qui remet au centre le collectif. Et justement, alors vous ne l'avez peut-être pas précisé dans votre présentation, Daniel, mais c'est vrai que Ekindar, en fait, donc vous avez votre book qui est mis en exploitation, et vous avez une particularité, c'est que vous revendez la production d'une autre structure. Donc, dans un contexte où on va avoir de nombreuses centrales qui vont bientôt arriver au terme de leur contrat en obligation d'achat, comment est-ce que vous percevez leur intégration dans les boucles d'autoconsommation citoyenne ? Est-ce que c'est un nouveau gisement, un gisement intéressant qui est étudié au sein d'Ekindar ? Alors, nous, on ne l'a pas encore étudié, mais effectivement, la CUMA, c'est donc une coopérative d'utilisation de matériel agricole, avait fait un séchoir avec un système, avec une centrale photovoltaïque au-dessus. Le tarif de revente en obligation d'achat est moins intéressant que la revente en passé dans la boucle. Donc, ils pouvaient intégrer tout de suite. Nous, ça nous a permis de faire notre expérience de mise en place de la revente avec les contrats entre producteurs et consommateurs, d'essuyer les plâtres un petit peu et d'avancer comme ça. Sur le fait de pouvoir ensuite, par rapport à des centrales existantes, de pouvoir les intégrer, oui, c'est quelque chose auquel on a pensé, c'est beaucoup trop prématuré pour l'instant, mais c'est des choses qui seront possibles, qui seront à proposer. L'avantage, c'est que comme c'est une SIC, à un moment donné, pour être producteur et rentrer dans la boucle, il faudra automatiquement qu'ils deviennent sociétaires. Donc ça veut dire qu'il y aura des discussions avec eux pour que ça puisse avancer. L'autre élément, après, c'est le cadre juridique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas dépasser les 2 mégawatts crête en production. Donc on sera obligé de refaire du coup une autre boucle qui sera tout à fait possible. Mais là, c'est vraiment des perspectives lointaines. Là, on en est, nous, à avoir fait tout notre travail sur la quinzaine de consommateurs d'un côté, les 100 kilos qui étaient à vendre. Et donc là, on va progresser en nombre de centrales. On a une deuxième phase avec d'autres centrales qui vont arriver. Donc une fois que tout ça sera bien stabilisé, oui, on ira vers cela. Mais c'est une perspective pour plein d'autres collectifs citoyens. Oui. Parce qu'il y a des centrales qui sont en fin de contrat d'obligation d'achat, c'est sûr. Et justement, donc vous parlez là de votre projet. Donc vous avez un projet, c'est marqué donc sur la slide, de 15
toiture en développement. Ouais. Donc jusqu'à présent, vous étiez plus sur des projets en circuit court, des projets locaux. Et là, j'aimerais avoir donc la perspective d'Hervé. Justement, donc Hervé, qui représente la citoyenne d'énergie de Bongraine, mais initialement, donc, il vient des Lucioles, le collectif de l'agglomération de La Rochelle. Et donc les Lucioles se sont associés, comme vous le présentiez tout à l'heure, à Enercop Nouvelle-Aquitaine, et vous avez créé ensemble donc une société, la citoyenne d'énergie de Bongraine, pour porter ce projet de solarisation de tout un écoquartier, donc environ 1 mégawatt crête, il me semble. Et est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre expérience du co-développement, de faire en fait un gros projet, aussi de vos relations avec Enercop Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que ça aurait été possible sans eux? Oui, alors effectivement, les Lucioles, c'est une société coopérative citoyenne qui a 230 sociétaires actuellement et qui fonctionne comme les sociétés coopératives citoyennes. Là, le problème qui se posait, c'était de créer une société de production, sachant que sur l'écoquartier, les Lucioles seront PMO de l'opération. Donc la citoyenneté, on va la garder au niveau des Lucioles. Et pour ce qui est de l'investissement, on en reparlera, mais on a trouvé un moyen pour pouvoir associer les habitants à l'investissement des centrales. Là, quand on s'est retrouvé sollicité par Aquitanis pour l'autoconsommation collective, on avait bien cette dimension citoyenne qu'on maîtrisait parfaitement, mais on avait besoin d'un apport technique. Donc au début, on leur a proposé un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui n'ont pas fait, ce qui fait qu'on a travaillé gratuitement sur cette opération, mais on était à la recherche de partenaires qui maîtrisent l'aspect bureau d'études. Et effectivement, Enercop Nouvelle-Aquitaine maîtrise parfaitement cet aspect-là. Et sans eux, le projet ne marchait pas. C'est pas simplement la volonté citoyenne, on pouvait avoir toute la volonté qu'on voulait. Si on n'avait pas cet apport technique et de modélisation économique, ça ne pouvait pas marcher. On n'avait pas les ressources en interne, ça c'est clair. Donc c'est ce co-développement qui était absolument nécessaire pour porter un projet de cette ampleur. Bon, c'est 1,2 million, 1,3 million d'investissement. C'est quand même une grosse opération d'autoconsommation collective au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si c'est la plus grosse, mais c'est au moins, elle fait partie des plus importantes. Et on ne pouvait pas, avec simplement cette volonté citoyenne, arriver à monter le projet. Donc, merci Enercop. De toute façon, maintenant, ils sont associés dans le projet. Mais on parlait de l'équipe. Il est important de fédérer les ressources humaines autour de ce projet-là. Donc, on a des bénévoles. Moi, je suis bénévole sur l'opération. Heureusement, Enercop, a des salariés, mais ils ont des salariés qui sont investis. C'est-à-dire, ils ont le même investissement que nous sur cette opération. Ce n'est pas simplement un investissement financier ou technique. Ils portent aussi, ils ont cette volonté de développer l'autoconsommation collective sur un énorme projet comme ça. Et donc, c'est cette mobilisation, et tu évoquais le problème de faire en sorte que tout le monde se trouve à sa place, parce qu'il ne faut pas que les gens puissent s'épuiser, en particulier les bénévoles, ou pour les salariés, se trouvent complètement désintéressés du projet, parce que finalement, ils ne trouvent pas le supplément d'âme que ça apporte, parce que je pense que c'est ça qu'on trouve dans ce projet-là. Ouais, merci. Et justement, donc là, si vous avez suivi, on a parlé donc d'une voie qui est possible, donc le changement ensuite du changement d'échelle. Et là, toujours avec Hervé, il y a une autre voie qui se dessine, qui est celle de la mutualisation. Donc mutualiser nos
nos efforts, mutualiser nos sociétés, mutualiser notre PMO. Je vous renvoie à l'atelier qui aura lieu juste après. Et vous, Hervé, donc vous avez le collectif, donc vous avez la citoyenne d'énergie de Bongraine, les Lucioles. À 20 km, on a la COPEC, le collectif des éoliennes d'Andy-les-Marais. À 25 km, on a une nouvelle société qui s'est créée. Un peu plus loin, on a 70 km, on a Oléron. Donc vous êtes quand même 4 collectifs assez proches les uns des autres. Donc est-ce que vous avez réfléchi à des pistes de mutualisation entre vous ? La mutualisation, en tous les cas, les échanges et les échanges propres, ils existent par exemple entre la COPEC et les Lucioles, puisqu'il y a une prise de participation croisée. Même chose avec OSS 17, Oléron sous le soleil, 17 sur l'île d'Oléron. Maintenant, la mutualisation, on est en train de réfléchir au niveau de salariés. Parce qu'effectivement, pour ce qui est de la SEB, on a obtenu une subvention, toujours de France 2030, sur 1/4 de TP pendant 5 ans. Mais ça va nous permettre de démarrer. Mais ce qui est important, c'est de mutualiser déjà avec les Lucioles, au niveau des salariés, voire avec la COPEC. Donc cette mutualisation, elle est nécessaire. Et entre la SEB et les Lucioles, la SEB va confier aux Lucioles un certain nombre de tâches, confiées à la PMO, des tâches qui seront rémunérées éventuellement, pour faciliter ce développement-là. On ne peut pas travailler chacun dans son coin, ça n'a aucun sens. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si. Bien sûr que ça répond. Non, c'est très intéressant. Et un autre aspect de la mutualisation, on peut le voir aussi avec Solévan, qui a pris peut-être directement en fait, le coche sur cette question-là. Donc vous, il me semble que dès qu'il y a une initiative émergente en Gironde, donc sur votre département, vous invitez ces initiatives à rejoindre Solévan, vous les incitez à ne pas faire cavalier seul. Et comment est-ce que vous faites justement pour les inciter à vous rejoindre ? Oui, alors on les incite pas vraiment. En tous les cas, on pose la question sur la table de la mutualisation. La mutualisation, effectivement, il y a des mutualisations de ressources avec des échanges de bons procédés, etc. Ce que permettent les listes d'échanges, par exemple, d'énergie partagée, ce que permettent aussi les participations croisées. Nous aussi, on a des participations croisées avec d'autres structures citoyennes. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est toujours l'idée de faire un groupe. Voilà, c'est ça qui fait sens, en fait. Et c'est ça, en fait, qui doit gérer l'envie de partir seul ou pas. Nous, on propose le véhicule Solévan. En fait, le véhicule Solévan, il n'appartient à personne, ou alors il appartient à tout le monde en fonction de comment on le regarde. Et donc, on voit nos difficultés à pouvoir pérenniser les choses, à la fois sur la structuration de l'activité, sur l'épuisement des ressources bénévoles, sur le changement, on a parlé de l'actualité aussi brûlante. Donc, il y a toujours des difficultés, de nouvelles difficultés qui surgissent. Donc, parfois, trouver de nouvelles personnes, trouver de nouvelles richesses humaines, et non pas de ressources humaines, mais de richesses humaines, ça peut être intéressant. Donc, plutôt qu'aller créer parfois de nouveaux collectifs, on trouve que ça peut être pertinent de pouvoir utiliser ce véhicule-là qui est tout à fait disponible pour cela. Et donc, je prends l'exemple de trois structures, par exemple, qui ont voulu ou qui ont réfléchi, avec lesquelles on a réfléchi sur ces questions-là. Une sur le bassin d'Arcachon, qui a décidé de rester association. Donc elle avait une association pour réfléchir plus largement aux questions de développement durable. Donc ils sont restés association et qui nous ont rejoints au sein du capital pour qu'on puisse réfléchir à des projets collectifs sur le bassin. Et donc on apporte plutôt notre vision technique, eux apportent plutôt la vision mobilisation du territoire. Voilà, c'est une des façons de faire les choses. Une structure aussi qu'on avait essayé d'accompagner sur l'émergence, sur la création, puisqu'ils voulaient, eux, ne pas rejoindre Solévan. Donc on avait essayé quand même de les accompagner sur l'émergence.
du projet et qui finalement n'a pas réussi à dépasser les difficultés techniques et financières du projet. Et donc là, voilà, c'est là où le projet a périclité, et c'est un peu dommage parce qu'il y avait une quinzaine de personnes probablement qui étaient volontaires, et que là, on aurait pu ensemble faire quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est un peu dommage. Et autre exemple dans le sud Gironde, avec un collectif qui s'était créé, mais pareil, qui avait du mal à remettre un peu de nouveauté dans le groupe moteur, etc. Enfin, il y avait une sorte d'épuisement des ressources, et qui a décidé de dissoudre leur structure pour nous rejoindre individuellement. Donc c'est pareil, ils ont gardé une association, et comme ça on travaille de manière conjointe. Mais tous les schémas sont possibles. L'idée, c'est pas de fusionner en fait pour fusionner, c'est de fusionner parce qu'on adhère à des valeurs communes qui sont celles d'énergie partagée, on adhère à une façon de voir les énergies renouvelables sur le territoire, de manière locale, de manière citoyenne, de manière renouvelable, dans une approche de sobriété et d'efficacité. Et si tout le monde se retrouve dans ces valeurs-là, à ce moment-là, faisons-le ensemble en fait. Et donc en fait, tous les trois, vous réfléchissez quand même à des pistes de mutualisation sous différentes formes. On voit que la mutualisation, c'est pas... Oui, Hervé ? Oui, juste pour spécifier, au départ, l'opération de Bongraine, c'était au sein des Lucioles. C'est-à-dire, il y a eu un groupe de travail, un groupe de projet qui s'est constitué au sein des Lucioles. À partir du moment où la SEB a été créée, se posait le problème de savoir que devenait le groupe de projet. Et est-ce qu'on allait déshabiller les Lucioles au profit d'ASEB? Donc, en fait, il y a eu tout un travail d'abord de vérifier auprès de chacun s'il voulait continuer à s'investir dans ce nouveau cadre, et de vérifier avec chacun quel investissement il comptait faire. C'est très important que les gens soient volontaires et pas de les traîner malgré eux. Et en fait, on est toujours en lien avec les Lucioles, forcément. Il y a cette participation qui est constante. Et si on a des bénévoles, c'est des sociétaires des Lucioles, pour l'instant. Alors, il y a d'autres gens qui vont, je l'espère, nous rejoindre, pas forcément en devenant sociétaire des Lucioles, mais pour l'instant, les équipes sont très, très imbriquées. Voilà. Donc, au final, la mutualisation des bénévoles, un cas que je n'ai pas encore rencontré. Mais merci en tout cas pour toutes ces discussions autour de la mutualisation. Je vous proposais aussi une autre voie, qui est celle de la diversification. Peut-être que vous l'étudiez au sein de vos collectifs. Pierre, donc on peut parler de diversification de filières. Donc, par exemple, un collectif qui fait du PV, du photovoltaïque, qui va faire de l'éolien, inversement. La diversification d'activités. Vous, Pierre, vous avez lancé votre activité donc à Solévent de groupement d'achat photovoltaïque. Alors moi, c'est vrai que quand j'entends ça, je pense aux kits plug and play, donc les kits à brancher sur une prise chez soi. Il me semble que c'est vraiment pas du tout ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ? Oui, alors effectivement, c'est pas du tout ça. Mais on s'est posé la question, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un collectif, on se pose toujours 1 milliard de questions. On n'a pas toujours les réponses, mais en tous les cas, on se pose les questions. Et au départ, la question des kits plug and play s'était posée. On a préféré adopter une autre position, qui est celle d'un groupement d'achat global avec un accompagnement des particuliers, en faisant les études de dimensionnement, de qualification du projet, de rentabilité, etc., en profitant en fait de notre expérience acquise sur l'exploitation des centrales photovoltaïques sur les toitures d'école, par exemple. Et donc d'aller ensuite faire un groupement d'achat de personnes intéressées auprès de différents installateurs, en faisant un appel d'offres auprès de différents installateurs pour pouvoir négocier des prix par un effet masse. Donc toujours dans cette idée-là aussi de pouvoir rassembler les personnes. Le mouvement de l'énergie citoyenne, c'est bien celui-là aussi, c'est aussi de pouvoir rassembler les personnes autour d'un projet commun, d'un projet collectif. Et donc il y a quand même toujours cette idée-là de créer du lien social et de créer des choses ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça nous permet, nous,
diversifier l'activité, tu l'as dit, de pouvoir structurer et de pouvoir pérenniser aussi les deux structures, puisqu'on a une SAS et une ASSO, notamment donc, grâce à une subvention de Bordeaux Métropole qui permet de pérenniser le poste de salarié pour le moment. Et donc voilà, c'est un des éléments. Et juste pour revenir sur la diversification, au départ, je parlais d'1 milliard de questions, au départ de Solevant, on s'est posé la question, et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Solevant, on s'est posé la question de l'éolien. On était allé jusqu'à faire des devis pour l'installation de mâts de mesure voilà, sur un secteur qu'on avait identifié. Et finalement, on parlait de dépenser des ressources avant d'avoir ces dites ressources. Justement, là, le groupe initial n'a pas voulu prendre le risque, et donc on s'est arrêté là-dessus. Mais aujourd'hui, on est en train aussi de réfléchir sur de la petite hydroélectricité, alors parce qu'on a aussi une opportunité. C'est aussi la beauté des projets citoyens. Voilà, on est tous là, ce sont de magnifiques rencontres. Et donc, au gré des rencontres, on arrive à trouver parfois des bonnes personnes. Merci. Et là, on va pouvoir passer à votre sujet préféré, puisque vous en avez parlé à plusieurs reprises, celui des subventions. Donc, en fait, c'est vrai qu'un point commun à tous les trois, c'est que vous bénéficiez donc d'une subvention, Pierre, Bordeaux Métropole, et puis peut-être que Ekindar et la SEB, vous pourrez un peu repréciser la subvention, les subventions auxquelles vous avez fait appel. Donc c'est vrai que les subventions, c'est quand même un bon moyen, que ce soit par exemple pour salariés ou pour aussi sécuriser un modèle économique d'un projet. Donc moi, j'aimerais vous poser la question pour clôturer la table ronde. Comment tirer profit d'une subvention, mais sans en devenir dépendant ? C'est une question très large. Bon. Nous, on a bénéficié tout d'abord d'une subvention régionale qui nous a permis de faire une étude de faisabilité sur le projet d'autoconsommation collective. Puis, on a réussi à obtenir, dans le cadre de l'ACC multi-acteurs, une seconde subvention de la région. Nous avons eu une troisième subvention du FSE, donc Europe, pour le premier emploi dans le cadre de la SIC, pardon. Et nous venons d'obtenir une subvention FEDER. Alors tout ça, ça veut dire beaucoup de travail en amont sur la rédaction du projet, sur la rédaction du plan d'affaires et de l'explication. C'est pas une fin en soi, mais c'est absolument une nécessité. Si on n'avait pas eu ces subventions, je ne serais certainement pas là devant vous aujourd'hui. D'où mon appel à la région. Bon, Guillaume Riot n'est pas là, même si la région Nouvelle-Aquitaine est peut-être une des régions qui apporte le plus au collectif citoyen, elle pourrait encore faire mieux, puisqu'il y a des fois des financements très importants qui sont faits sur d'autres sujets techniques, économiques et tout. Soit c'est une question de croyance, et je pense que la région Nouvelle-Aquitaine croit effectivement en nos projets, mais elle pourrait donner vraiment des coups de pouce encore plus importants, pas uniquement à une seule structure. Je pense qu'il y a pas mal d'autres structures qui auraient besoin de cette manne financière pour avoir vraiment une bouffée d'oxygène et de pouvoir voir à long terme. C'est-à-dire que quand on est quand même sur un champ économique où il y a de la concurrence et qu'il y a plein d'autres sociétés qui arrivent avec des millions d'euros pour, après étude, de dire oui, c'est faisable. Il y a des sociétés privées qui vont sur l'autoconsommation collective sur les zones artisanales ou zones industrielles. On est des nains par rapport à eux. Et donc, si on n'a pas cette possibilité financière de tenir un peu la tête hors de l'eau, ça ne fonctionne pas. Le deuxième élément, on a parlé à plusieurs reprises sur la fatigue des bénévoles. On a beau avoir des idées intéressantes dans la tête, si on n'a pas les perspectives et puis des choses qui aboutissent, à un moment donné, on fatigue, quoi. Donc du coup, il faut absolument qu'on soit soutenu par rapport à ça. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le paysage, il y a la région pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Europe sur lequel on peut s'appuyer pour que nos projets puissent se développer.
Voilà. Après, c'est vraiment pas une fin en soi. C'est-à-dire que dans le plan d'affaires, ça vient à un moment donné, et nos perspectives, elles sont très claires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vole de nos propres ailes, et ça, c'est d'ici 2-3 ans, quoi. Oui, c'est prévu à l'avance dans votre plan d'affaires. Ah oui, ça, faut vraiment le voir. J'ai pu on a, sur les investissements qui vont venir, on a je vais donner des chiffres qui ne vont pas être bons, alors je ne vais pas les donner. Sur le taux de retour sur investissement, il est relativement correct par rapport à plein d'autres activités et tout, donc, mais on le tient grâce à cette subvention européenne. Si on ne l'avait pas, au lieu de dire 2027, on arrive avec les 17 centrales, ça serait 2030, 2035, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, ça mettrait beaucoup plus de temps. Là, ça va faire aussi un appel d'air, dans le sens où on peut largement communiquer. Derrière, on va lancer une campagne de compte courant associé. Donc du coup, venez rejoindre et soyez fiers de cette dynamique locale pour enrichir le territoire. Ça va parler. Et regardez les efforts qu'ont fait les quelques bénévoles un peu fous qui ont été chercher 700 000 euros de l'Europe pour investir sur le territoire. Donc on enrichit le territoire rien que par ça. Derrière, on a automatiquement les logiques de dire ça sera des sociétés, des installateurs locaux qui auront quand même une envergure pour pouvoir assurer correctement les chantiers, mais ça sera des gens au moins du 64, mais de préférence Pays Basque. Donc tout ça, ça parle à tout le monde, et donc ça crée vraiment une dynamique. Donc qu'est-ce qui amène cette dynamique? Certes, le travail que nous avons fait, mais aussi les subventions qui nous permettent effectivement d'avancer largement. Oui, c'est très juste de penser aussi les subventions, en plus d'un point de vue positif. Souvent, c'est quand même on vous jette la pierre, on a tendance à plus percevoir ça comme quelque chose de négatif. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots de Daniel? En partie. Juste un premier point, quand on parle de subvention, effectivement, il y a une différence entre la subvention d'investissement, qui est assez facile à gérer, parce qu'elle nous permet de valider un modèle économique, et ça, c'est simple. Après, il y a les subventions de fonctionnement, où là, il faut qu'on puisse se projeter dans l'avenir et fonctionner sans la subvention. La subvention de fonctionnement, elle doit nous aider à démarrer, et puis après, il faut voler de ses propres ailes, effectivement. Moi, ce que je constate, c'est que dans la forêt vierge des subventions, on aurait besoin d'une assistance au démarrage pour nous aider à faire un point sur le projet et de voir par rapport à ce projet quelles sont les subventions qui seraient pertinentes, et en plus de nous aider en montant les dossiers. Parce qu'on parle des bénévoles, mais il faut avoir les compétences. Alors il y a ce travail de recherche, d'identification, et après le travail d'aller monter les dossiers correctement. Et ça, c'est énorme. Donc, plutôt que de donner des subventions de fonctionnement à terme, ça serait bien qu'on soit aidé au démarrage par une structure dont ça serait le boulot. Donc, je parlais de cette aide-là qui serait une aide nécessaire. Parce que rien que de monter correctement le dossier, parce qu'autrement, d'abord, il risque d'être rejeté, on risque de partir sur des allers-retours pour compléter, etc. C'est très chronophage. Voilà. Et donc aussi, je fais juste un petit parallèle avec la clôture, où on va avoir quelqu'un d'énergie partagée qui va venir nous parler aussi des subventions européennes. Et Pierre, pour finir, pour qu'on ait un peu de temps pour les questions, donc toi, tu bénéficies, Solevant bénéficie d'une subvention, mais de Bordeaux Métropole. Oui, exactement. Je fais très vite, promis. Je suis entièrement d'accord. Il y a deux sujets, il y a l'investissement et le fonctionnement. Et effectivement, sur le fonctionnement, c'est plus difficile. Il faut arriver à avoir une vision de moyen-long terme. Et ça, c'est essentiel. Je veux juste exprimer en fait mon ressenti sur le salariat. En fait, c'est un accélérateur de projet. Et donc, effectivement, la région pourrait peut-être faire plus. Je ne sais pas si c'est son rôle. Enfin voilà, je ne suis pas là pour juger, mais en tous les cas, peut-être qu'elle pourrait faire plus. En tous les cas, c'est vraiment
une volonté. Est-ce qu'on veut accélérer les projets ou est-ce qu'on ne veut pas accélérer les projets citoyens. Sur l'exemple de Sous-les-Vents, en fait, nous, ça nous a permis de passer d'un modèle où on avait peut-être un projet à réaliser tous les 2-3 ans à un modèle où on est en capacité de réaliser 3, 4, 5 projets par an, avec d'autres problématiques derrière. Mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Et je voulais aussi mettre en avant, parce que dans les subventions, on a bénéficié pareil de ces subventions-là, mettre en avant aussi un financeur qui nous a aidés, qui est présent et qui n'a pas été cité, qui est l'ADEME, évidemment, dans l'appel à projet participatif et citoyen pour la transition énergétique. Une petite structure qui ne sert à rien visiblement, si ce n'est à faire des rapports qui ne servent également à rien, mais qui est utile et essentiel au développement des projets citoyens. Là, tu finis fort. Bon, on va pouvoir passer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos 3 porteurs de projets? Merci encore c'est super intéressant votre retour d'expérience. Vous avez des micros à disposition, donc ne soyez pas timides. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à Monsieur Huguet, enfin 2 questions d'ailleurs. Une qui porte sur les subventions. Vous avez parlé d'une subvention à quart. J'ai pas compris ce que c'était. Et puis j'ai une autre question plus technique. Vous disiez que vous espériez avoir un taux d'autoconsommation d'à peu près 80%, et je vois sur la page là que ça concerne des logements. Et donc c'est que des logements de particuliers. Et j'ai du mal à comprendre comment, si c'est que des logements de particuliers, comment on peut autoconsommer 80%, vu que les consommations se font l'hiver et que la production se fait l'été. Voilà, merci. Alors, je parlais d'une subvention qui est une subvention du pays A4, c'est-à-dire de France 2030, qui subventionne un quart d'équivalent temps plein pendant 5 ans. Donc c'était pas une subvention un quart, c'était subventionner un quart d'ETP. Alors, l'autoconsommation collective sur les 800 logements, on a 800 logements. Donc on a les logements de l'écoquartier, on a les logements qui sont autour. Alors autant les logements de l'autoquartier, de l'écoquartier, on va avoir des bâtiments qui sont développement durable, Nouvelle-Aquitaine, donc enfin bâtiments durables Nouvelle-Aquitaine, donc qui auront peu de besoins en électricité, mais on a aussi des commerces et des industries qui sont autour. Donc on va compléter, bien évidemment, avec d'autres consommateurs que les logements de l'écoquartier. Mais c'est l'objectif qu'on a. Après, notre travail, c'est d'aller trouver ces consommateurs-là, de les persuader de venir rejoindre la boucle d'ACC. Oui, je suis de Pleine Énergie Citoyenne, là, sur le nord de Paris. On s'est allié il y a 3 ans à une coopérative culturelle qui, eux, sont, en fait, dans le milieu culturel, ils sont habitués à aller chercher beaucoup de subventions. Et effectivement, on a gagné sur le cadre France 2030 le budget du ministère de la Culture, 1,4 million de subventions, principalement d'investissement, en s'appuyant normalement sur le réseau des lieux culturels. Objectif, solariser 20 lieux culturels ou des toitures voisines et faire des boucles d'ACC parce qu'ils sont souvent fermés l'été et qu'il faut donc d'autres consommateurs à côté si on veut équilibrer les boucles. Bon, ça fait 1 an et demi qu'on se débat un peu à trouver des toits. Au départ, le périmètre était plutôt effectivement le nord de la région parisienne. Et en fait, on élargit, le projet s'appelle Green Common. Et effectivement, on s'élargit et on essaie de trouver un maximum de contact vers des lieux culturels qui ont des toitures et qui sont prêts effectivement à jouer le jeu. Et on est confronté aussi au fait qu'eux sont
exsangue, puisque les subventions culturelles sont encore pires que les subventions de l'énergie citoyenne, et qu'effectivement on a du mal à les mobiliser, à ce qu'ils prennent un petit peu de temps pour effectivement mettre en forme le projet, analyser, fournir les documents pour qu'on puisse leur proposer des solutions d'investissement. Et on aura du coup, comme on dépasse notre périmètre, le fait de se lier certainement à des coopératives dans les régions où des lieux culturels seraient intéressés. Et la com marche très bien dans les lieux culturels, entre lieux culturels. Voilà. Merci Rémi pour le retour d'expérience. On t'avait fait intervenir chez Sirena. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de parallèles à faire avec votre projet. Et il me semble qu'on a encore le temps, mais pour une ou deux questions. Oui, Michel ? Ah voilà, Michel donc de la Sirène de Rennes. Non, c'était pour réagir notamment à ce qu'a dit Daniel et puis Pierre sur la diversification et des FOA. Il ne faut pas oublier que des FOA, ce n'est pas uniquement le solaire photovoltaïque. Nous aujourd'hui, on vient d'avoir la demande notamment pour voir comment on pourrait valoriser une méta en fin de contrat de rachat des FOA. Qui est en cogé, donc il veut garder la chaleur, mais il ne sait pas quoi faire de l'électricité. Donc ça, en plus, c'est une énergie vachement intéressante, c'est une production très régulière. Donc dans une boucle d'ACC, ça peut être vachement bien. Et il y a aussi des éoliennes qui arrivent en fin de contrat de rachat, avec des valorisations possibles. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, beaucoup d'agriculteurs, parce que là, c'est chez 2 agriculteurs, les agriculteurs ne sont même pas au courant de la possibilité de valorisation en ACC, donc c'est peut-être un peu un boulot aussi de nos coopératives, d'essayer d'identifier là, ceux qui vont arriver en fin, d'aller les trouver pour leur expliquer qu'il y a une possibilité de faire, parce enfin, moi, l'agriculteur que j'étais voir, par exemple, il n'était pas au courant du tout au départ. Et voilà, donc c'est peut-être aussi notre boulot d'aller prospecter ces projets-là pour diversifier notre production au sein des coopératives. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que tu as parlé de chaleur et je vous ai pas trop laissé la parole sur ça, mais il me semble que, c'est quand même un sujet qui est présent au sein de vos, peut-être au sein d'Ekindar. Oui, enfin, nous, indirectement, c'est au sein d'Ispindar, l'association qui continue à fonctionner, où on fait depuis 6 ans des groupements d'installation en ACI. Depuis peu, on vient de lancer des formations de photovoltaïque kit, l'équivalent de petits panneaux solaires qui sont recyclés et que l'on peut brancher. Donc on a eu les contacts avec Sirène, bien entendu. Et pour ce qui est du bois, on est, nous, sur comment maîtriser la valeur ressource bois sur le territoire, avec une valorisation sur une plateforme qui serait menée avec les communes et les citoyens, en vue de faire de la plaquette et du bois bûche. Juste pour signaler qu'au niveau d'A Rochelle et des Lucioles, les Lucioles seront PMO sur Bongraine, mais les Lucioles vont aussi travailler avec Senergie, qui est la SEM Énergie de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui a des projets d'ACC sur la ville de La Rochelle, dans lesquels les Lucioles seraient aussi personne morale organisatrice. Autre point important, c'est que les Lucioles accompagnent les particuliers pour faire de l'ACI à travers des kits et travaillent avec la communauté d'agglomération qui, elle, a mis en place une aide à l'ACI pour les particuliers, en particulier en ayant passé des marchés avec des installateurs, pour avoir des installateurs qui sont estampillé communauté d'agglomération de La Rochelle, qui a un objectif quand même territoire zéro carbone en 2050. Donc, au-delà de Bongraine et de l'autoconsommation collective de Bongraine, il y a plein de projets sur la communauté d'agglomération de La Rochelle dans lesquels sont associés les Lucioles. Voilà, pour ne pas rester avec mon étiquette Seb. Eh ben, merci beaucoup pour ces témoignages très inspirants. Je pense qu'on peut les applaudir, ainsi que Juliette pour son animation. Merci beaucoup.